Dans cette nouvelle vision, Bane n'est plus simplement un ennemi de Batman, il est devenu son pire cauchemar. Forgé dans la guerre, brisé puis reconstruit par des expériences inhumaines, cet être n'a plus rien d'humain. Son corps, amplifié au-delà de toute limite par le Venom, est une arme vivante, mais ce n'est que la surface. Cette version de Bane est différente, plus intelligente, plus patiente, plus cruelle. Il n'affronte pas Batman pour le vaincre, il veut le détruire, morceau par morceau. Il étudie ses failles, il frappe ses alliés, il s'attaque à ce qu'il a de plus fragile en lui. Chaque coup est calculé, chaque douleur est voulue. Batman n'a jamais affronté une telle force. Et surtout, il n'a jamais affronté quelqu'un prêt à le faire souffrir autant. Car cette fois, Bane ne cherche pas la victoire, il cherche à prouver une chose. Même le Chevalier Noir peut être brisé. Donc lançons-nous ensemble dans cette histoire. Mais juste avant les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster. Cela m'aide énormément. Sur ce, c'est parti. À Biala, une cité neutre et en apparence paisible, les dirigeants de deux nations longtemps ennemies, Kourak et Kahndaq, se retrouvaient pour une conférence de paix inédite. Après un siècle de conflits qui avaient décimé des générations entières, laissant derrière eux des familles brisées et des cicatrices indélébiles dans la mémoire de leur peuple, les deux hommes étaient fatigués de la guerre. La haine persistait, mais l'épuisement avait pris le dessus. Convaincus qu'un dialogue direct était désormais la seule voie possible, ils entamèrent des négociations serrées. Lentement, par compromis et concessions mutuelles, un accord émergea et ils fixèrent son annonce officielle au lendemain. Cependant, ce fragile moment de répit fut brutalement interrompu. Alors qu'ils quittaient la chambre d'hôtel où se tenaient les pourparlers, ils aperçurent une substance rougeâtre suintée sous la porte voisine. En l'ouvrant, ils tombèrent sur une vision terrifiante. Un homme colossal, masqué, relié à des tubes et des dispositifs médicaux, se tenait là, imposant et menaçant. C'était Bane. D'une voix calme mais glaciale, il leur fit une annonce glaçante. L'un d'eux allait mourir et l'autre serait contraint de se faire passer pour le meurtrier, relançant ainsi le cycle de la guerre. Le dirigeant de Kahndaq refusa de céder, déterminé à ne pas se soumettre à ce chantage morbide. Omar, leader de Kourak, fit un choix plus pragmatique, acceptant de sauver sa vie au prix de l'honneur. D'un geste d'une force inhumaine, Bane écrasa le crâne du président de Kahndaq d'une seule main, laissant Omar figé dans l'horreur. Avant de disparaître, il avertit qu'il orchestrerait une escalade des hostilités dès le lendemain, puis décrocha un appel de son employeur. JK Holding lui ordonna de rejoindre Gotham City. 2 semaines plus tard, Gotham vivait dans l'ombre de l'inquiétude depuis la disparition de Waylon Jones. Pendant ce temps, Batman avait mené une véritable guerre solitaire contre le crime organisé, ciblant implacablement les gangs Maroni et Falcon. Ces attaques avaient envoyé presque tous les membres de ces organisations à l'hôpital. Mais malgré cette chasse méthodique, aucun criminel ne semblait avoir la moindre information sur Waylon. Face à cette impasse, Batman se tourna vers les autorités. Grâce à un communicateur intégré à son masque abandonné, mais conservé par Barbara Gordon, il la contacta pour obtenir des informations. Barbara réussit à récupérer le dossier de police de Waylon et accepta de le rencontrer aux eaux de Gotham. Lorsqu'elle questionna Batman sur sa venue, il se contenta de répondre qu'elle savait reconnaître le vrai du faux et qu'elle était une policière compétente. Le dossier révéla alors que Waylon avait été arrêté et incarcéré à l'Arkham pour une infraction insignifiante au couvre-feu. De retour à la Batcave, Bruce partagea ses informations avec Alfred et ses alliés. Tous furent frappés par l'absurdité de la situation. Comment pouvait-on envoyer un homme dans une prison de haute sécurité pour un simple délit mineur? Harvey ajouta que la ville avait exproprié Waylon, le rendant impossible à déplacer légalement ailleurs. Alfred évoqua des rumeurs inquiétantes sur ce qui se passait dans l'Arkham, tandis que Bruce révéla ce qu'il avait découvert concernant les expériences de Fry et ses supérieurs. Oz, surpris par l'ouverture anticipée de l'Arkham, apprit après qu'un incident ayant détruit un ancien hôpital, JK Industries avait racheté et reconstruit le site, conservant une grande partie de ses installations originales. Bruce élabora alors un plan pour infiltrer la prison. Eddie construirait un dispositif neutralisant toute surveillance électronique. Harvey s'occuperait d'inclure Waylon dans un programme de protection des témoins à Metropolis après l'évasion, et Oz suggéra de fuir la ville pour éviter tout risque. Bruce, submergé par la colère et la détermination, repoussa l'idée que le danger devait arrêter leur action. Pendant ce temps, Jim Gordon et Martha Wayne rangeaient les affaires de leur campagne. Les informations télévisées annonçaient les mesures autoritaires prévues par Hill. Martha encouragea Jim à dénoncer ces abus,
mais il déclara que sa carrière politique était terminée et que le moment était venu pour Martha de prendre les commandes. Elle refusa cependant de se présenter à la mairie, mais Jim lui promit son soutien inconditionnel. Sur l'île de l'Arc M, Bruce et Alfred progressaient en Batmobile sous l'eau. Bruce remonta à la surface et, guidé par Alfred, traversa un réseau de cavernes sous-marines pour atteindre la conduite principale de la prison. Après avoir escaladé la structure et pénétré à l'intérieur, Alfred le prévient qu'il se trouvait encore à 100 mètres sous la prison visible. Bruce rampe à travers le conduit jusqu'à une grille donnant sur un immense complexe souterrain. La prison de surface n'était qu'à l'heure. Dans les couloirs obscurs, Bruce repéra un squelette de chauve-souris de taille humaine derrière une fenêtre avant de tomber nez à nez avec Bane. Le colosse le repoussa d'un coup, mais ne poursuivit pas son attaque immédiatement, se contentant de provoquer Batman. Ce dernier riposta avec un poignard, mais Bane demeura insensible à la douleur. Chaque mouvement de Bruce fut paralysé tour à tour par Bane, qui lui révéla qu'il n'avait même pas encore activé les stéroïdes circulant dans ses tubes. Lorsqu'il les activa, ses muscles gonflèrent à des proportions monstrueuses. D'un seul geste, il souleva Batman et annonça qu'il était temps de le préparer pour une opération. Bruce se réveilla nu dans une cellule de l'Arkham, son corps encore engourdi malgré une sédation qui aurait dû le maintenir inconscient pendant 48 heures supplémentaires. Les médecins avaient retiré la majorité des armes et instruments implantés dans son corps, mais un détail avait échappé à leur vigilance. Un petit crochet de serrurier dissimulé dans son palais. Avec patience et précision, Bruce le récupéra et l'utilisa pour crocheter la serrure. La porte céda et il se retrouva dans les couloirs sombres et silencieux de la prison. Alors qu'il avançait, ses yeux furent attirés par une cage de verre contenant un œuf gigantesque sur lequel était gravée l'inscription « Expérience Hellfeger ». L'air semblait vibrer d'une tension inquiétante, mais Bruce poursuivit sa route. Il atteignit bientôt une zone connue sous le nom de Biome Clay. Le sol semblait constitué de corps humains pressés les uns contre les autres, leurs membres tendus vers lui. Lorsqu'il posa le pied sur cette masse, des bras l'agrippèrent et avant qu'il ne puisse réagir, Bane surgit de l'ombre et l'assomma d'un coup violent. 45 jours plus tard, Bruce semblait un homme brisé. Il restait recroquevillé, bougeait à peine et refusait de se nourrir. Le personnel le croyait résigné, une victime soumise à son sort. Mais lorsqu'une équipe d'infirmières pénétra dans sa cellule pour de nouvelles expérimentations, Bruce se révéla. Il les frappa avec des poings américains improvisés, forgés à partir de ses propres dents, et fit sauter le mur de sa cellule grâce à des explosifs fabriqués avec un mélange de son urine et du guano de chauve-souris qui peuplait l'Arkham. Il s'avança dans les couloirs, il repassa devant la cage contenant l'œuf, désormais fendu. Prenant un autre passage, il atteignit une paroi abrupte qu'il escalada avec détermination. Au sommet, il découvrit une étrange forêt, l'écosystème de l'île. Des arbres aux troncs animés de visages humains semblaient l'observer, leurs yeux et bouches mouvants. Soudain, des lianes s'enroulèrent autour de lui et un groupe de silhouettes humanoïdes émergea de l'ombre, proclamant d'une voix étrange « Le ver veut sortir ». Une des créatures l'attaqua, projetant des tentacules dans son visage. Bane apparut un temps pour anéantir l'agresseur, le frappa jusqu'à ce qu'il perde connaissance, puis le ramena dans sa cellule. Au 91e jour de détention, Bruce avait subi 2 semaines d'opération chirurgicale. Il était le premier des 27 sujets à survivre au cycle complet. Son corps était maintenant chauve, couvert de cicatrices verdâtres, et son esprit semblait brisé. Pourtant, Bane et le docteur Arkham suspectaient qu'une part de sa volonté résistait encore. Pour tester ses limites, ils placèrent dans sa cellule le costume de Batman et sa ceinture utilitaire. Au début, Bruce repoussa ces objets, hurlant à Bane et aux scientifiques qu'ils ne serviraient à rien. Mais lentement, il enfila le costume et reprit sa force et sa détermination. Son évasion le conduisit dans la zone de l'expérience Langstrom, un laboratoire où des hybrides mi-humains mi-animaux évoluaient sous l'œil attentif des chercheurs, enfermés derrière des cages de verre. Les créatures, conscientes de leur horreur, suppliaient Bruce de les tuer. Soudain, Bane réapparut, massacrant les hybrides avec une brutalité calculée. Il expliqua à Bruce qu'il cherchait à l'épargner des souffrances qu'il avait lui-même endurées et qu'il le remercierait plus tard. Il projeta alors Bruce contre une autre cage contenant un œuf gigantesque. Bruce brisa la vitre et ouvrit l'œuf. Une créature reptilienne en jaillit et attaqua Bane, le fouettant avec sa queue et l'envoyant s'écraser contre la cage des scientifiques. La vitre se brisa et la plupart des chercheurs furent écrasés. Les 2 survivants tentèrent de fuir, mais le monstre semblable à un crocodile les dévora. Bruce reconnut alors la créature. C'était Waylon. Ce dernier s'approcha de Bruce, le saisit à la gorge, puis le relâcha, lui permettant de monter sur son dos. Ensemble, ils escaladèrent la paroi rocheuse et plongèrent dans les tunnels des égouts.
Dans l'ombre de l'Arc M, le docteur Arkham apparut et demanda à Bane s'il était prêt à entamer la phase finale de son plan. Bane répondit, un sourire cruel aux lèvres, que oui. Il était enfin temps de briser Batman. Bane fit son retour à Gotham, imposant et silencieux, et Alfred Pennyworth l'aperçut de loin. Une pointe d'amertume traversa son esprit. Il se reprochait de ne pas avoir averti Bruce de la présence de Bane, de ne pas lui avoir révélé l'étendue de sa nature ni de ses motivations profondes. Car Bane n'était pas simplement un adversaire surhumain, il était le produit d'une vie façonnée par la guerre, la trahison et la manipulation. Bane était né sur l'île caribéenne de Santa Prisca, un territoire tourmenté par les conflits et les occupations successives, pillé pour ses ressources naturelles et constamment disputé par des puissances étrangères. Son père dirigeait le Cielos Libre, une rébellion historique qui luttait depuis plus d'un siècle pour libérer le pays et instaurer une paix durable. Dans sa jeunesse, Bane avait vu les rebelles prendre la capitale, un exploit audacieux, mais 3 jours plus tard, des forces étrangères écrasèrent la révolte. Les survivants furent envoyés à Penadolo, une prison légendaire pour sa brutalité et son inhumanité. 11 années d'emprisonnement n'avaient pas brisé Bane, au contraire, elles l'avaient endurci. Il mena les survivants de son père dans une évasion audacieuse, puis navigua jusqu'à Santa Prisca pour tenter de reprendre le contrôle de l'île. Mais à leur arrivée sur la plage, ils ne trouvèrent pas d'armée ennemie à affronter, seulement un homme vêtu de blanc, le Joker. Le Joker s'adressa à Bane en privé et lui révéla l'inévitable vérité. Les plans de son père pour conquérir Santa Prisca par la force avaient échoué dans le passé et échoueraient à jamais, car trop de puissances extérieures convoitaient les richesses de l'île. Même s'il parvenait à instaurer la paix, la guerre éclaterait inévitablement à nouveau. Bane reconnut la justesse de cette analyse. Le Joker lui fit alors une proposition. En échange de sa loyauté, il utiliserait sa fortune et son influence pour garantir à Santa Prisca indépendance, prospérité et sécurité. Bane accepta, et le Joker quitta l'île pour ne jamais y revenir. Mais avant de partir, il imposa un ultime test. Bane devait tuer son propre père. Obéissant, il accomplit l'acte, scellant son destin et sa soumission. À partir de ce moment, Bane devint l'homme de main principal du Joker, parcourant le monde pour commettre assassinats et actes terroristes au service de ce dernier. Il se soumit à d'atroces expériences médicales et au Venom, un super stéroïde qui impliquait son corps et son esprit au-delà des limites humaines. Ses capacités furent portées à leur paroxysme, mémoire photographique, maîtrise de tous les styles de combat, connaissance exhaustive des armes et des stratégies historiques. Alfred, en observant Bane progresser dans Gotham, imagina la confrontation qui attendait Bruce. Il savait que Batman se battrait avec bravoure et ingéniosité, mais que Bane serait capable d'anticiper chaque mouvement, de neutraliser chaque attaque. Alfred pressentait ce qui se produirait ensuite. Bane livrerait le corps brisé de Batman au médecin du Joker, reproduisant sur lui les mêmes tortures et interventions qu'il avait déjà infligées à d'autres adversaires redoutables. Il se souvenait aussi de la proposition que le Joker avait fait à Bane. Accepter le pouvoir du Venom pour devenir le héros dont Gotham avait besoin. La transformer en une ville aussi resplendissante que Santa Prisca. Mais Alfred savait que cette stratégie ne fonctionnerait jamais sur Bruce. Le Chevalier Noir ne céderait pas. À la place, Bane s'en prendrait à ses amis, à ses alliés, utilisant les souffrances pour le briser psychologiquement. À Gotham, Bane commença son enquête méthodique. Il retrouva rapidement les traces d'Eddie, Harvey et Oz, les coinçant sans pitié, et Alfred comprit que le véritable test pour Bruce ne serait pas un combat physique, mais une lutte pour protéger ceux qu'il aimait tout en affrontant un adversaire capable de prévoir chaque coup avant même qu'il ne soit porté. Quant à Waylon, il guida Bruce à travers le port désert de Gotham jusqu'aux égouts, ses mouvements rapides et précipités. Sa voix tremblait alors qu'il suppliait « Sauve-moi, s'il te plaît ». Bruce posa une main ferme sur son épaule et lui promet qu'il trouvera un remède, qu'il mettrait fin à ses souffrances. Mais Waylon secoua la tête avec désespoir. « Non, tue-moi, c'est le seul moyen d'arrêter ça. » À contre-cœur, Bruce dégaina l'une de ses lames et l'orienta vers le crâne de Waylon. Au dernier instant, un frisson le traversa. Il dévia le coup, incapable de franchir cette limite. Waylon, frustré, s'empara du couteau et tenta de sauter la vie lui-même. Les deux hommes luttèrent, le métal brillant entre leurs mains, jusqu'à ce que Bruce donne un coup de pied brutal au visage de Waylon, le libérant enfin. Waylon hurla sa douleur et sa colère, accusant Bruce d'avoir été lâche de ne pas le laisser dans l'Arc M. Sans un mot de plus, il plongea dans l'eau sombre et s'éloigna à la nage, laissant Bruce seul, le souffle court et le cœur lourd. Bruce se réveilla ensuite dans la Batcave. Alfred se tenait à ses côtés, l'air grave. « Je t'ai trouvé inconscient il y a 20 jours, maître Bruce, dit-il.
Il expliqua qu'un système d'injection de Venom avait été implanté dans le cerveau et la moelle épinière de Bruce, et que sa récupération nécessitait davantage de temps. Mais ce dernier, inflexible, insista, il devait retourner dans la rue. Alfred, malgré ses réserves, le laissa partir. Sur le chemin de l'appartement de Martha, un violent mal de tête le foudroya. Ses veines verdoyantes pulsaient sous sa peau, conséquence temporaire du Venom circulant dans son sang. Il reprit son souffle et continua sa route, déterminé malgré la douleur. En entrant dans l'appartement, Martha accourut vers lui. Dans un mélange de colère et de soulagement, elle le gifla puis le serra contre elle. Les mots vinrent à un torrent. Ozzy avait été agressé pendant son absence. Bruce se précipita à l'hôpital et découvrit l'ampleur des blessures. Tous les os d'Ozzy étaient brisés, son visage et son corps mutilés par des douleurs interminantes. Bruce comprit immédiatement qui était responsable. Bane. Il demanda à Leslie Tompkins si Harvey avait rendu visite à Ozzy. Leslie répondit d'une voix tremblante que Harvey se trouvait dans la chambre voisine. Le spectacle était atroce. Bane avait fracassé le crâne d'Harvey, le fendant en deux, et infligé des brûlures de 3e et 4e degré sur toute la moitié gauche de son corps. Harvey, avec un mélange d'amertume et de lucidité, rappelant à Bruce un souvenir d'enfance, l'agent Flass prédisait que ses amis finiraient par l'entraîner dans leur chute. « Tu avais raison, Flass, murmura-t-il, avant de préciser sèchement que Bruce n'était pas à blâmer entièrement, mais qu'il devait partir. Pour te consoler, je ne te déteste que la moitié du temps, ajouta-t-il, dans un mélange d'humour noir et de douleur. Bruce se rendit ensuite à l'atelier d'Eddie pour vérifier son état. Eddie prétendit qu'il n'avait rien, mais son calme était trompeur. Bruce découvrit avec horreur l'arrière du crâne de son ami arraché, des câbles pénétrant directement dans son cerveau. Eddie, presque euphorique, expliqua que Ben l'avait défié à un duel d'esprit entre gentlemen, un concours d'énigmes dont il avait payé le prix fort. Ses yeux étaient crevés, son lobe frontal endommagé, mais il considérait cette épreuve comme un appel à devenir plus que ce qu'il était. Une greffe partielle de l'Android Hall était maintenant soudée sous son crâne, le sang coulant sur son visage à l'endroit de la jonction. Bruce lui ordonna d'aller à l'hôpital, mais Eddie, plié en deux par la douleur, ne cessait de sourire. Ses veines gauches verdissaient à nouveau, signe de l'effet du Venom. Et il demanda à Bruce: « Alors que comptes-tu faire maintenant ?» De retour à la Batcave, Batman passa un appel à son contact au sein du gang Red Hood, leur ordonnant de se retirer. Il confia à Alfred sa conviction qu'il aurait dû accepter l'argent de Black Mask et que cette opération avait dégénéré. Alfred demanda s'il mettait fin à tout, mais Bruce, furieux et déterminé, répondit que Ben avait brisé ses amis et qu'il devait avancer malgré tout. Alfred, calme mais ferme, demanda si Bruce comptait se laisser briser lui aussi, mais il répondit qu'il avait fait ses choix, que tout avait changé et qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Soudain, une alarme retentit. Quelqu'un avait forcé la trappe. Alfred alerta Bruce. C'était probablement Bane. Il se préparait et se dispersait pour chercher l'intrus. Mais au lieu de Bane, une tentacule mécanique articulée glissa le long d'un pilier et attrapa Alfred par le cou. Une silhouette portant un casque sans visage, aux oreilles de chat distinctives, surgit et assomma Alfred. Bruce, reconnaissant l'intrus, exigea « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Et il réalisa avec un mélange de surprise et de colère qu'il s'agissait de Selina. Bruce se tourna brusquement vers Selina, le regard dur et exigeant. « Pourquoi es-tu revenu à Gotham ?» demanda-t-il. Elle inspira profondément. « Martha m'a appelé. Elle était inquiète lorsque tu as disparu. Je suis revenu pour t'aider. » Alfred, reprenant conscience sur le sol, fronça les sourcils et murmura d'un ton sec. « C'est Selina, la célèbre Catwoman. » Il avertit Bruce de se méfier, rappelant que Selina était connue pour son manque de loyauté et pour un acte terrible commis en Malaisie. Bruce le coupa net. Il n'y avait pas besoin de le savoir. Il n'y avait aucune discussion à avoir. Selina devait partir sur le champ. Malgré cela, peu de temps après l'avoir mise à la porte, Bruce et Selina se retrouvèrent dans l'intimité de son appartement. La tension accumulée explosa dans une étreinte passionnée. Le lendemain matin, Selina remarqua les cicatrices qui marquaient le corps de Bruce, vestiges de l'horreur de l'Arkham. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» demanda-t-elle inquiète. Bruce esquiva, lui demandant si c'était vraiment cela qu'elle voulait savoir. Elle admit que non. Ses yeux se posèrent alors sur le casque qu'il portait pour le combat, qui rappelait étrangement celui de Black Mask. Bruce accepta de ne pas en parler et lui proposa plutôt un rendez-vous. Cette fois, leur mission les conduit par effraction à la jetée abandonnée d'amusement Miles, le repère du gang de Red Hood. Dès leur arrivée, les Red Hood encerclèrent le duo. « Batman n'est pas le bienvenu ici », cracha l'un d'eux. « Tu n'as aucune autorité sur nous. » Batman répondit calmement mais fermement. « Je ne partirai pas avant d'avoir parlé à votre chef. » Les Red Hood attaquèrent aussitôt. Batman et Catwoman esquivèrent avec fluidité la première charge. Selina, agile et précise, neutralisa plusieurs assaillants à l'aide d'un fusil à fléchettes tranquillisant. Mais l'avantage tourna rapidement.
Du sommet de la grande roue, un Red Hood tira au lance-roquettes. Bruce poussa Selina hors de portée. Une explosion de Venom parcourut son corps, le submergeant de rage et de puissance. Il bondit vers les supports de la roue au moment précis où le projectile atteignait sa cible, brisant la base. La roue s'effondra dans la mer avec le Red Hood dessus, tandis que la fusée dévia de sa trajectoire. Les Red Hood, désormais terrifiés, affirmaient à voix basse qu'il s'agissait du monstre dont leur chef leur avait parlé. Selina l'aida à reprendre le contrôle, apaisant la rage qui bouillonnait dans ses veines. Bruce se redressa et d'une voix grave expliqua « J'étais à l'Arc M et ils y créaient des monstres. Ils ont failli me briser, mais maintenant que je suis sorti, je détruirai Bane, l'Arc M et tous ceux qui ont contribué à cela. » Harley Quinn, la chef des Red Hood, s'avança, les yeux pétillants d'excitation morbide. « Si tu comptes réduire l'Arc M en cendres, alors nous sommes avec toi. » Pendant ce temps, dans l'Arc M, le docteur Arkham et son équipe injectaient à Bane des doses maximales de Venom. La perfusion est au maximum, annonça Arkham. Bane, ses muscles déjà surdimensionnés, répondit avec un calme froid. « Bientôt nous aurons Batman. Il sera à moi et je pourrai enfin rentrer chez moi. » Arkham le questionna. « Penses-tu que le Joker te laisserait partir ?» Après un instant de silence, Ben tenta de se convaincre. « Je n'ai pas le choix. » Un technicien montra ensuite à Arkham un direct à la télévision. Batman avait piraté la diffusion pour lancer un défi à Bane. Il l'invitait à un duel dans l'ancienne arène des vétérans. Si tu gagnes, tu retournes avec moi à l'Arkham et tu deviens ce que tu veux. Mais je ne perdrai pas. Dans la Batcave, Selina posa une main sur l'épaule de Bruce, inquiète. Ne laisse pas le Venom te contrôler pendant le combat. Je sais ce qu'il peut faire aux gens. Bruce la regarda résolu. C'est le seul moyen de gagner et je peux le contrôler. Selina tenta encore. Tu n'as pas à te battre seul. Je peux t'aider. Mais Bruce secoua la tête, repensant à ce que Ben avait fait à leurs amis. J'ai vu ce qu'il leur a fait. Il se remémora une conversation avec Selina. Elle lui avait dit qu'il n'était pas obligé de suivre des règles injustes. Il ajouta « Tu avais raison, mais je ne suis pas arrivé ici en respectant les règles. » Selina soupira, admit qu'il était meilleur qu'elle. Bruce répondit avec amertume « Je ne le suis plus. Tu ne peux pas gérer la situation. Pars. » Blessée, elle sortit et Alfred d'un ton sarcastique lui lança « Fais attention à la porte. » Bruce chargea la Batmobile avec une glacière remplie de viande crue. Alfred lui rappela, avant son départ, « Pour gagner, tu devras enterrer l'homme que tu étais et devenir le monstre que tu dois être. » Traversant les égouts, Bruce sentit la présence de Waylon. La créature émergea de l'eau, le fixant de ses yeux perçants, observant le passage de Batman vers l'arène où se jouerait la confrontation finale. Quelques jours avant l'affrontement décisif avec Bane, Alfred fit administrer à Bruce l'une des dernières injections de Venom restantes pour tester sa résistance. La substance parcourut les veines de Bruce, illuminant fugacement son corps de veines vertes éclatantes, mais il garda le contrôle total sur ses pulsions et sa rage. Alfred lui conseilla de ne pas céder immédiatement à la puissance du Venom. Épuise-le Bruce, laisse-le s'épuiser, avant d'utiliser ta dernière dose pour porter le coup final, lui recommanda-t-il calmement mais fermement. Le jour du combat, le maire Hill se présenta devant les caméras pour nier toute véracité des rumeurs de Batman. Il n'y aura pas de duel à la Veterans Arena, insista-t-il, affichant un sourire faussement rassurant. Privé de public, il murmura à Bullock « Le combat aura lieu. Bouclez les 10 pâtés de maison autour de l'arène. » À minuit, Ben fit son entrée dans l'arène et appela Batman. Les Red Hood postés dans les gradins activèrent les projecteurs, dévoilant la silhouette sombre de Bruce et déployèrent une flotte de drones pour transmettre l'événement à toute la ville. Batman, anticipant le chaos, déclencha simultanément des charges explosives dans un gratte-ciel voisin. Le centre de l'immeuble s'effondra, projetant la partie supérieure sur Ben. Ce dernier ricana sous l'impact avant d'émerger des décombres, désormais gigantesques. Alfred arriva au bord de la Batmobile et au signal de Bruce, harponna Ben dans le dos avant de foncer à toute vitesse, mais Ben, doté d'une régénération instantanée, repoussa la Batmobile comme si de rien n'était. Bruce se rua sur Ben, frappant avec une fureur inhumaine. Il arracha un œil au monstre, qui repoussa immédiatement, intact. Escaladant le dos colossal de Ben, Batman le taillada sans relâche jusqu'à ce que le géant parvienne à le projeter violemment au sol. Bruce hurla de rage mais refusa d'utiliser le Venom. Sur ordre d'Harley Quinn, les Red Hood ouvrirent une trappe menant aux égouts. Waylon surgit de l'eau, chargea Bane et l'enserra, arrachant des lambeaux de chair qu'il dévora avec fureur. Batman profita de la distraction pour asséner de puissants coups de hache. Malgré les blessures horribles infligées, Bane se régénéra instantanément, ses muscles et sa peau se reformant en un instant. Bane saisit Bruce et le projeta dans les gradins. Alfred cria depuis la ligne de sécurité s'il s'injecte continuellement du Venom.
ton plan risque d'échouer. Il conseilla à Bruce d'activer son Venom et de fuir, mais Bruce refusa, bondissant sur Bane et tranchant sa colonne vertébrale à l'instant même où il s'apprêtait à déchiqueter Waylon. Il ordonna à Waylon de se retirer, puis grimpa à nouveau sur le dos du monstre paralysé et trancha encore la colonne vertébrale, rendant Bane tétraplégique. Il se moqua de lui pour avoir tué son père. Fou de rage, Bane s'injecta davantage de Venom. Ses muscles explosèrent sous la peau déchirée de son dos et il retrouva l'usage de ses membres. Il déchaîna une pluie de coups sur Batman, hurlant qu'il avait tout donné pour protéger son peuple et sa patrie, mais que maintenant c'était au tour de Bruce. Il frappa Batman avec une puissance phénoménale, exigeant qu'il utilise le Venom. Arkham, observant depuis la régie, constata avec horreur que les cellules de Bane semblaient redevenir embryonnaires. Des yeux et des dents poussèrent sur sa poitrine. Alfred hurla à Batman « C'est ta seule chance, utilise le Venom !» Au signal, Catwoman, postée dans les tribunes, tira plusieurs fléchettes hypodermiques directement dans le système d'injection exposé de Bane. 2 jours plus tôt, Bruce et Selina avaient secrètement demandé à Heidi de retirer tout le Venom supplémentaire du corps de Bruce pour le placer dans ses fléchettes. Les doses massives saturant le système de Bane, le monstre se mit à gonfler jusqu'à remplir l'arène entière avant d'exploser dans un geyser de chair et de sang. Batman émergea du carnage, victorieux, sous les acclamations silencieuses de la ville qui observait l'événement depuis les drones. Il chargea les restes apparemment inanimés de Bane dans la benne de la Batmobile et les jeta dans le port, les effaçant de la surface de Gotham. Plus tard, Selina quitta la ville en volant, emportant un échantillon du Venom pour des analyses ultérieures. À l'Arkham, le docteur Arkham maintenait en vie les yeux, le cerveau et la moelle épinière de Bane dans une cuve de confinement conscient et fonctionnel. Elle posa un ordinateur portable devant eux sur lequel le Joker apparut en appel vidéo. Le Joker, avec son sourire effrayant, déclara à Bane que sa défaite face à Batman n'était qu'un revers temporaire. Il ajouta que Ben ne sera jamais heureux à la retraite, qu'il aime trop la guerre. En guise de cadeau d'amis, il l'avait libéré de toute distraction pour se concentrer sur ce qui comptait vraiment et pour sceller le tout, l'obligea à assister à la destruction nucléaire de Santa Prisca. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'avez-vous pensé de cette histoire. Pour ma part, j'ai rarement vu Batman autant souffrir et Ben aussi puissant. S'il pouvait nous l'adapter au cinéma dans un style horreur, ça serait tellement top. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à booster. Nous, en attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.